Bonjour à tous et très bienvenue dans ce nouveau numéro de Découverte Jardin. Alors, l'hiver commence bien sûr à s'effilocher un peu, le printemps pointe son nez, mais je préfère largement commencer cette émission à l'intérieur de la véranda. On sera plus au chaud, d'autant plus qu'il y a le problème majeur du jardinier en cette saison, à savoir une attaque terrible de cochenilles sur mon cycas, mais pas de problème, pas de panique, j'ai la solution. Ça s'appelle le fameux anti-cochenille Miu Miu. Vous voulez en découvrir le secret? Alors restez avec moi, c'est tout de suite. Les cochenilles sont des insectes homoptères, c'est-à-dire ce sont des cousins des cigales, des cicadelles et même des pucerons. Qui dit puceron dit insecte piqueur suceur. Cochenilles, exactement la même chose, même punition. Et donc, elles vont, avec leur petit rostre, pénétrer la cuticule, c'est-à-dire la peau de la feuille, envoyer leur rostre à l'intérieur, pomper la sève, et puis injecter une sorte de petit poison pour pouvoir cicatriser tout cela, un peu comme un moustique lorsqu'il nous pique, et la plante va réagir et elle va s'affaiblir petit à petit. Et c'est pas tout. La cochenille est capable, bien sûr, d'émettre des déjections. Ces déjections sont collantes. Ça attire ce que l'on appelle la fumagine, un champignon qui ressemble un peu à de la suie et qui va se déposer sur la plante. Et ça, c'est souvent encore plus embêtant que la cochenille elle-même. Alors, on va passer à l'action. Et surtout, je vais vous montrer comment vivent ces cochenilles. Elles sont dans le plancton aérien, mais ça, c'est une autre histoire. Alors, qu'est-ce que le plancton aérien ? Eh bien, un ensemble d'animalcules, comme on dit, donc des êtres très 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 petits, qui sont transportés par le vent, que ce soit sous forme adulte, larve ou même œuf, et dont font partie les cochenilles. Et quand arrive l'hiver, elles vont retrouver une ambiance extrêmement favorable à leur développement à l'intérieur, et c'est pourquoi elles sont vraiment des pestes pour nos plantes d'appartement. Alors, elles vivent en colonie, et elles se développent en permanence. Nous avons ici une attaque très forte de cochenilles farineuses. Il existe aussi des cochenilles qui sont dites à bouclier, mais elles attaquent surtout les plantes d'extérieur. Alors maintenant, on va passer à l'action, parce qu'il n'est pas question que ces sales bestioles éliminent mon cycas, c'est une plante beaucoup trop précieuse. Avant que je vous présente ma recette secrète, je vais vous montrer quand même ce que vous pouvez trouver dans le commerce. Après, tout est une question de sensibilité un peu écologique. Alors déjà, les anti-cochenilles classiques qui étaient à base de malathion et d'huile de paraffine, ça, c'est terminé, ça n'existe plus, c'est interdit. On a dans le commerce d'aujourd'hui des produits, en revanche, qui sont d'origine chimique, mais qui ne sont pas classés. Quand vous regardez sur la boîte, il n'y a aucune croix de Saint-André, il n'y a pas de petit logo avec l'arbre mort, etc. Donc c'est un produit qui peut être utilisé sans crainte, et il est en plus emploi, bien sûr, autorisé dans les jardins d'amateurs. Quand on a encore une sensibilité écologique un petit peu plus grande, on peut aller sur des produits comme ça qui sont uniquement à base d'huile de colza, ou comme celui-ci qui associe à la fois de l'huile de colza avec des pyrètres naturels qui sont des insecticides naturels. Moi, j'ai autre chose à vous proposer, mais avec ces produits de base, mais on va y ajouter quelques ingrédients que les professionnels ne peuvent pas mettre, tout simplement parce que ça ne donne pas un mélange, on va dire une préparation, un produit suffisamment stable pour être commercialisé. Mais faites-le à la maison et vous m'en direz des nouvelles. Le principe de ma recette anti-cochenille consiste à associer 3 éléments. D'abord, de l'huile de colza ou l'huile insecticide que je vous ai présentée tout à l'heure. Elle est acceptée par l'agriculture biologique avec du savon noir et de l'alcool ménager. Que vont faire ces 3 ingrédients? Eh bien, l'huile est l'élément majeur. L'huile va recouvrir les insectes et comme ils n'ont pas de poumons, mais qu'ils sont, on va dire, un petit peu poreux, en fait, c'est leur peau qui laisse passer l'air, eh bien, ça va créer une pellicule complètement étanche qui va les étouffer. Idem pour le savon noir qui peut être encore un tout petit peu plus efficace puisque l'huile va lui permettre d'accéder souvent sous les cochenilles, dans les endroits les plus difficiles de la plante, là où elles savent se loger. Et puis, le vrai secret, c'est cet alcool. Cet alcool que l'on ne peut pas mettre dans un produit du commerce, d'abord parce qu'il est inflammable et en plus parce qu'il va créer une sorte d'instabilité du produit en fait. Donc cet alcool va permettre de faire réagir l'insecte.
souvent les cochenilles à bouclier sont collées sur les feuilles et même l'huile, même le savon vont glisser sur le bouclier et ne pas être actifs. Alors que notre alcool va faire vraiment réagir l'insecte qui n'aime pas vraiment être agressé par ça, ça le pique et il va bouger et ça va permettre de faire glisser nos produits à action insecticide. Alors maintenant c'est très simple, une cuillère à café de chacun des 3 ingrédients dans 1 litre d'eau, tout ça dans un pulvérisateur et après il y a encore un deuxième secret. Donc nous allons ouvrir le pulvérisateur, très important. Et maintenant, une cuillère à café des différents ingrédients. Alors, il y a des bouchons de sécurité, il faut bien appuyer dessus, voilà. Hop. L'alcool ménager, une cuillère à café, c'est pas beaucoup, mais c'est suffisant. Comme en tout type de traitement, même si c'est un traitement maison, on ne dépasse pas les doses prescrites parce qu'à ce moment-là, les plantes peuvent se retrouver avec des problèmes. Rebouchez bien à chaque fois pour éviter de tout tacher. Une cuillère à café aussi de notre huile insecticide. J'aurais pu prendre l'huile de colza, mais là, l'huile insecticide a une différence, c'est qu'elle a quand même des adjuvants qui sont donc acceptés par la culture biologique, mais qui sont plus efficaces au niveau insecticide. Et ce trio va être dilué dans 1 litre d'eau. Donc c'est pratique de prendre une bouteille d'eau minérale ancienne d'1 litre pour être sûr d'obtenir la bonne dose. Voilà. Nous allons mélanger sans secouer pour éviter que ça mousse. On va mélanger tout doucement avec une baguette en bambou. Et puis maintenant, on va passer à la pulvérisation. Et c'est là qu'intervient mon deuxième secret. Même si les produits que j'utilise ne sont pas du tout toxiques, mieux vaut quand même porter des gants pour éviter de se tacher, entre autres. Et maintenant, le pulvérisateur, je vais le mettre sous pression. Alors j'ai choisi un pulvérisateur avec une petite rallonge de manière à être absolument certain de toucher toutes les cochenilles. Et on va surtout faire ruisseler ce produit. Et une fois le traitement terminé, vous aurez le droit à mon secret. Alors attention, toutes les plantes n'acceptent pas ce type de traitement. On va le faire essentiellement sur des feuillages épais, les cycas, les philodendrons, les ficus, les yuccas par exemple, les orchidées également, mais les cactées détestent cela, de même que les feuillages duveteux, de même aussi que les feuillages très très fins, et surtout donc n'hésitez pas à laisser bien ruisseler le produit parce que les cochenilles peuvent se concentrer un petit peu n'importe où. Et mon secret que je vous ai promis, on va faire un double traitement à 1 demi-heure d'intervalle, de manière à ce que le premier stimule un petit peu les cochenilles qui sont souvent très 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 ancrées dans les moindres anfractuosités, elles vont sortir et au deuxième, tchouc, on va les dégager. Mais attention, ce n'est pas suffisant. Il y a aussi des œufs, il y a aussi peut-être des endroits qui ne vont pas avoir été traités. Donc, répétez le double traitement 3 fois à 8 jours d'intervalle et vous m'en direz des nouvelles. Dans notre précédente émission, je vous avais présenté le rempotage de ce yucca dans un pot qui change de couleur. Mais savez-vous qu'il y a encore beaucoup mieux, un pot qui change de couleur mais qui aussi arrose tout seul. Et c'est ce que vous présente Nicole dans sa rubrique Mon jardin au féminin. Et c'est maintenant. Bonjour à tous, vous aimez les plantes, mais vous ne savez pas comment les entretenir. Alors cela tombe bien, j'ai tout ce qu'il vous faut. La start-up Meg, créée en 2013, a imaginé un véritable pot jardinier. Mais surtout, un pot intelligent. Intégrant des capteurs qui analysent l'environnement, le pot Meg arrose votre plante à la bonne dose et au bon moment. Sa réserve d'eau intégrée d'une contenance de 4 litres est équipée d'une micropompe. Judicieusement positionnée pour surveiller les constances de la plante, les capteurs déclenchent l'arrosage dès que nécessaire. Il est temps maintenant de passer à l'action avec une plante, bien sûr.
Remplissez la réserve d'eau pour activer l'arrosage intuitif. Branchez la prise sur le secteur et appuyez sur On. Connectez le pot MEG à votre smartphone via une application mobile dédiée. Sélectionnez la plante et c'est parti. Désormais, les capteurs du pot MEG veillent sur votre plante. Des alertes lancées sur votre smartphone vous conseilleront pour l'entretien. Je peux désormais abandonner ma plante sans crainte pour quelques jours de vacances bien tranquilles. Et à très bientôt pour jardiner ensemble au féminin. Puisque Nicole est partie en vacances, je vais lui faire une gentille surprise pour son retour en lui faisant un joli massif printanier. Qui sont les vedettes du printemps? Ce sont évidemment les pensées. Les pensées, ce sont nos plantes vedettes du moment. Je vous propose de me retrouver à la jardinerie Villa-Verdé d'Olonne-sur-Mer. Allez, on y va, c'est tout de suite. Aujourd'hui, je voudrais faire mentir Jacques Prévert qui, dans Paroles, fleurs et couronnes, a écrit « Tu as regardé la plus triste et la plus morne des fleurs de la terre et comme aux autres plantes, tu leur as donné un nom, tu l'as appelée pensée. » Mais n'en déplaise aux poètes, la pensée est assurément une des plus ravissantes des fleurs de l'hiver et du printemps. Et comme toutes les belles histoires, cela commence par une légende. On raconte que jadis, la pensée sauvage, viola tricolore pour les botanistes ou herbe de la Trinité, jaune pour les pères, blanc pour le Fils et violet pour le Saint-Esprit, possédait un parfum si suave, si intense qu'il affolait complètement toutes les dames. Elle ne résistait pas à aller les cueillir dans les champs, abîmant complètement la moisson. Trop triste de causer autant de dégâts, la pensée implora la Trinité de lui ôter son parfum afin que toute l'humanité puisse manger à sa faim. La pensée est donc une violette, mais bien sûr pas une violette comme les autres. Elle a fait l'objet de nombreuses hybridations, c'est pourquoi on l'appelle Viola X vitrociana, le X voulant dire hybride. Aujourd'hui, ça nous permet d'obtenir tout cet assortiment de couleurs extrêmement variées. La pensée est une plante bisannuelle. Mais qu'est-ce qu'une plante bisannuelle? Eh bien, c'est tout simplement un végétal dont le cycle complet de végétation se fait sur 2 ans. Les pensées vont être semées vers le 15 juillet jusqu'au 15 septembre environ. On va les repiquer et puis dès l'automne, on peut les mettre déjà dans son jardin ou sur son balcon. Elles fleurissent pour certaines tout l'hiver, chaque fois qu'il ne fait pas moins de 0 degré. Sinon, après, elles commencent à se recroqueviller un tout petit peu, mais elles ne meurent pas. Au printemps, elles s'épanouissent de nouveau et nous apportent cette féerie de couleurs. Chez les pensées modernes, l'assortiment des coloris est absolument exceptionnel. Cela va des teintes pures comme le bleu, le jaune, jamais de vrai rouge, plutôt un violacé, parfois le blanc. On trouve même dorénavant des fleurs semi-doubles. Là, en fait, on a une double corolle. Et permettez-moi un coup de cœur, la pensée de Chalon qui a des teintes flammées absolument exceptionnelles. Si à la sophistication parfois un peu excessive ou aux fleurs démesurées des pensées modernes, vous préférez quelque chose de plus gracieux, de plus léger, de plus naturel, eh bien optez pour la violette cornue, la Viola cornuta, c'est une plante vraiment sympa. Quel plaisir de nager dans un océan de Viola cornuta. Contrairement aux pensées, ce sont des vivaces, des plantes qui vont pouvoir durer au moins 2 ou 3 ans. C'est vrai qu'elles sont un peu éphémères, mais elles sont si mignonnes, si ravissantes. Alors, vous allez les installer partout dans votre jardin, de préférence à mi-ombre, même chose pour les pensées bien sûr, un sol léger, poreux, enrichi en matière organique, et là, ce sera une profusion de fleurs jusqu'au mois de juin. Pensée et violette cornue donnent un air de fête à votre jardin au printemps. N'hésitez pas à les mélanger avec des primes verts, avec des bulbes à fleurs et pourquoi pas des myosotis, des giroflées, des pâquerettes. Ce sont des plantes absolument ravissantes en ce moment. Pas de problème avec les couleurs, les mariages de printemps sont toujours du meilleur goût. Explosés de toutes les couleurs, ça sera magnifique.
cette petite végétation tendre et ravissante va faire les délices des limaces dès le réveil du printemps. Alors n'hésitez pas, dès qu'il y a un petit peu d'humidité, un produit à base de ferramol, c'est du phosphate ferrique, c'est sans danger pour les animaux domestiques et c'est tout à fait écologique. Les pensées sont bien sûr les reines de l'hiver et même du début du printemps, tout comme le camélia ou ici le cornus mas, le cornouiller mâle, qui sont des plantes extrêmement précoces. Et qui dit précocité dit aussi semis. Et savez-vous que jardiner, c'est anticiper, donc il est temps de préparer dès maintenant les premiers semis d'été. Et je vous invite à me suivre pour le faire ensemble. En ce moment, vous ne pouvez que planter des pensées, puisque le semis se fait plutôt en été pour des plantes que l'on appelle des bisannuelles. En revanche, il est temps, dès à présent, de penser à l'été, aux fleurs d'été, et je vais vous proposer de faire un semis avec les cosmos. Ce qui est très très important pour réaliser un semis en ce moment, c'est de choisir le bon terreau. Alors nous allons en découvrir tous les secrets en détail. D'abord, on prend un produit de qualité, jamais de produit bas de gamme. Il faut que ce soit comme ici, un terreau de professionnel. Ce terreau est composé de plusieurs matières. Il y a des tourbes blondes, des tourbes brunes, des écorces de pin maritime fines qui ont été compostées, qui ont été broyées, qui ont été tamisées pour le semis. Alors ce produit doit être léger, fin, aéré, de manière à ce que les petites racines puissent bien pénétrer à l'intérieur et ne pas trouver trop d'air, trouver de l'eau et de l'air. Ça, c'est très compliqué. Mais voilà, donc on va mettre ce terreau en place dans notre terrine. Allez, on y va. Voilà. Et après, tchouk. Et maintenant, ce qui est très important, c'est de faire une très fine couche en surface qui va recevoir les graines. Et pour ça, on va tamiser. Une fois obtenue une surface absolument lisse sur votre terrine, il est temps de mettre les graines en place. Et pour cela, j'ai un petit secret, tout bête. On va utiliser une feuille de papier A4 que l'on va plier 4 fois pour obtenir une sorte de rigole qui va vous servir de semis. Et ça, c'est la meilleure façon de répartir uniformément les graines sur votre terreau. Et voilà le travail, il n'y aura plus qu'à suivre le développement de ces cosmos dans nos prochaines émissions, mais en ce moment, on ne sème pas que des fleurs, mais aussi des légumes. Ce que je vais vous montrer en détail, c'est notre rubrique Conseil du jardinier. Il est grand temps de semer les légumes de l'été, ceux que l'on appelle les méditerranéens. Ils sont méditerranéens parce qu'on les met en fait dans la ratatouille. Ils viennent souvent de l'Amérique du Sud, de très très loin. Donc ce sont les melons, les concombres, les piments, les tomates bien évidemment et les aubergines. On va semer tout cela avec tous ces accessoires. Vous allez voir, c'est absolument royal. Nous allons travailler tranquillement à la maison en attendant les beaux jours pour mettre ce petit monde bien frileux en place dans le jardin. Première étape pour notre opération semis, nous allons fabriquer un substrat extrêmement léger, très poreux, très fin aussi, pour que les petites graines puissent vraiment germer sans aucun problème. Et nous allons remplir une bonne terrine. Et ça, vous verrez tout à l'heure, ce n'est pas une terrine ordinaire. Ces terreaux qui sont riches en tourbes sont souvent un petit peu hétérogènes, parfois un peu compacts. Et en y ajoutant une proportion d'environ 25 à 30% de sable que vous pouvez trouver au rayon aquariophile de votre jardinerie, vous allez obtenir vraiment le substrat idéal pour
la germination de nos petites graines. Donc un mélange très homogène, très important. Un petit secret de jardin, pour être absolument assuré que votre terreau est parfait, serrez-le fortement dans vos mains et il ne doit surtout pas faire de motte. Voilà un bon terreau de semis. Maintenant, nous allons préparer la terrine. On va utiliser une réglette en bois de manière à pouvoir lisser superficiellement notre terreau et obtenir déjà une première couche assez régulière. On pourrait se satisfaire de ce résultat déjà pas mal homogène, mais attention, les petites racines, lorsqu'elles sortent de la graine, ont besoin de se trouver immédiatement en contact avec la terre. La moindre poche d'air risque de les dessécher et évidemment de faire avorter la germination. Donc nous allons tasser notre terreau. Les graines d'aubergine ne sont pas très petites. On peut parfaitement les semer directement à la main. Mais vous pouvez aussi, si vous n'avez pas la main du semeur, utiliser un petit accessoire sympa. Grâce à la forme particulière de l'ouverture de ce semoir, nous allons pouvoir simplement, en tournant cette partie, ajuster l'ouverture à la dimension de la graine et donc obtenir un semis aussi précis que possible. Il est important de ne pas semer trop serré, de manière à ce que le repiquage par la suite soit beaucoup plus pratique. On va utiliser un tamis pour avoir de la terre aussi fine que possible en surface. Bien évidemment, il faut complètement que la semence disparaisse sous la couche de terreau. Je vous rappelle que l'aubergine, mais aussi la tomate, le piment, ont besoin de 21 degrés pour pouvoir germer correctement. L'idéal, c'est de leur fournir une chaleur de fond, c'est-à-dire qu'on va chauffer tout simplement le terreau. Vous avez plusieurs options possibles, soit par exemple poser cette terrine sur la plaque de protection d'un radiateur, ou pourquoi pas utiliser cette terrine magique, comme je vous disais tout à l'heure, parce qu'il suffit ici de la brancher. Une fois branchée sur le secteur, cette terrine doit être bien sûr recouverte de son dôme pour se transformer en une véritable petite serre. Donc vous pouvez obstruer complètement, dans un premier temps, l'aération, de manière à obtenir ce que l'on appelle une ambiance à l'étouffer. Et c'est cela qui va permettre à ces petites graines de germer. Dès la levée, à peu près 6-8 jours, nous retirerons le dôme de manière à ce que les plantes puissent respirer normalement. Pour les graines de taille plus importante, comme les melons par exemple, nous allons faire un semis un peu magique avec des pastilles de tourbe que nous allons faire gonfler dans l'eau et qui vont grossir et devenir des sortes de petits pots dans lesquels on déposera les graines. Alors c'est très simple, il suffit de les arroser, de les faire tremper, et en quelques minutes, elles vont gonfler. Petit secret de jardin, utilisez de l'eau assez chaude parce que ça va faire gonfler beaucoup plus rapidement. On va donc utiliser un crayon, un stylo, un vieux bic pour faire notre trou et y poser la petite graine de melon et le tour est joué. Le melon étant très frileux, nous allons le recouvrir avec un petit dôme transparent et poser cette culture sur la plaque de protection d'un radiateur. Pour les tomates, je vous propose un godet tout à fait spécial qui s'appelle Racine Plus. Regardez, il est tout à fait rainuré, ce qui va permettre de générer un maximum de petites racines. Il n'y aura absolument aucun problème au repiquage. Une terrine spéciale qui dispose de trous d'évacuation, de drainage, ça c'est très important, accueille nos petits godets tout à fait particuliers. Nous allons mettre la terre, les graines, 3 par petit pot, à environ 1,5 cm de profondeur. Ça c'est un vrai produit malin. Vous avez vu, le semis, c'est facile et surtout, c'est pas cher. Mais si jamais vous ne vous sentez pas d'attaque, vous êtes un peu débutant, eh bien sachez, il existe toujours des plants tout prêts. Ils ont été préparés par des professionnels. En ces tout premiers jours de printemps, le jardin, malheureusement, est encore un peu déplumé, bien que on voit déjà les bourgeons qui commencent à poindre. Alors ça nous donne un peu envie de tailler, d'éliminer certaines pousses qui sont en excès. Et on va retrouver tout de suite Jean-Luc Echen pour la taille en détail. Mais attention, là, il va tout vous ratiboiser.
Magnolia grandiflora, c'est un des très rares arbres à feuillage persistant et qui fleurissent en été, des fleurs absolument magnifiques, des coupes blanches charnues, odorantes aussi. Et personnellement, je n'aurais jamais taillé cet arbre qui a tendance à prendre naturellement un port pyramidal. Mais oui, bonjour Jean-Luc. Alors tu es là et tu tailles un magnolia. Je vais le tailler, Patrick, et je vais vous expliquer comment. Nous avons ici une plante qui est centrale dans le jardin. Elle est porteuse d'une intention paysagiste, c'est elle qui fait le pivot du jardin. Initialement, elle est formée en pyramide. On voit encore la lecture de la forme. Mais elle commence à s'avachir et à s'arrondir, à prendre son forme naturelle. C'est vrai que la forme naturelle du magnolia, c'est un beau dôme. Mais là, on va en faire une belle pyramide. Et cette pyramide, elle est contrainte par l'allongement des rameaux, par l'alourdissement des rameaux dus aux fructifications qui sont très très lourdes. La plante a fleuri au mois de juillet-août et maintenant on a des très belles pommes, des cônes, qui alourdissent énormément les rameaux. La plante aussi perd sa forme pyramidale par dessèchement. On a aussi un déséquilibre de forme par des cavités qui sont dues au bois sec que l'on voit apparaître sur la plante au fur et à mesure de sa croissance. Je vais tailler depuis la base jusque vers le sommet en faisant un resserrage du tour, c'est-à-dire que je vais couper les extrémités de rameaux en m'alignant sur le périmètre de la plante. Et j'aurai besoin pour tailler de plusieurs outils. Tout d'abord, mon sécateur, une petite scie d'élagueur, ou un sécateur ébrancheur. L'un ou l'autre, ce sera pour les bois secs ou les gros bois. J'aurai besoin aussi d'un sécateur sur perche qui va me permettre d'atteindre les grands bois en haut. Et pour les finitions, j'ai un sécateur télescopique qui me permettront d'atteindre les derniers rameaux. Quand je taille, pour ne pas faire de bêtises, je commence toujours par les extrémités. J'évite de couper trop gros. Pour le magnolia, dans le resserrage du tour, on va couper extrémité par extrémité. D'abord dans les bouquets, ici. Et si ça sort un peu, hop, je supprime les bouquets. En même temps, je fais une taille de pincement. Voilà. Là, ici. Chaque fois que je coupe ici une extrémité, vous allez avoir des yeux, c'est-à-dire des nouveaux bourgeons qui vont se développer. Quand je coupe dans un bouquet, ici, j'ai ici un bourgeon terminal. Si je coupe, je supprime le bourgeon terminal, je vais avoir à la base de chaque feuille, ici, des petits bourgeons, on les voit bien, ici, et chaque bourgeon va être irrigué par la sève et il va se ramifier, donc on va avoir une plante qui va être beaucoup plus dense. Je regarde la pente et ça effectivement c'est vraiment disgracieux, c'est pas la peine de le garder, voilà. Alors je vais couper avec mon sécateur ébrancheur du gros bois ici. À cet endroit de coupe ici, on va avoir donc la sève va irriguer des bourgeons dormants et on va avoir un repercement au travers de la vieille écorce. Je contrôle à chaque fois mon périmètre. Donc je regarde si je suis bien arrondi. Ça sort beaucoup trop. Je vais faire ici un effet de ressort. Voilà. On a intérêt à le tailler régulièrement et on aura une plante bien dense et bien touffue. Sinon effectivement on va avoir cette apparition de bois sec. Donc toujours je fais bien attention à choisir mes rameaux. Et vous voyez, chaque fois que je coupe une inflorescence, la plante se redresse. Et donc là, je suis en train de finir mon resserrage du tour. Alors, petite astuce, je me sers de mon sécateur comme ça pour avoir une direction qui fait que j'aurai une pyramide bien régulière. Et maintenant, c'est terminé pour cette année. Eh bien Jean-Luc, dis donc, pour un arbre qui dans les manuels ne doit pas se tailler, bonjour les dégâts, il va fleurir quand même l'année prochaine? Bien sûr, c'est un arbre à floraison estivale.
Pour terminer cette émission, retrouvons notre cicasse. Maintenant, il a pris ses quartiers d'été à l'extérieur et il a déjà perdu une grande partie de ses cochenilles. Mais rappelez-vous, un double traitement, 3 fois à 8 jours d'intervalle. Et rendez-vous très bientôt pour un nouveau numéro de Découverte Jardin sur News Jardin TV, bien sûr.